je fais un petit mot d'introduction et puis je prends la suite. C'est parti. Écoutez, donc, merci à tous d'être présents. Nous sommes 46 pour le moment, mais on devrait encore avoir un peu plus de participants au fur et à mesure de la réunion. Septième webinar de cette année et toujours pas un dîner. Enfin, si on en avait en début d'année, heureusement. Donc, on finit l'année en beauté avec un thème évidemment qui est assez passionnant et qui intéresse tout le monde. Enfin, on sait que le marché des communications unifiées est un peu segmenté avec plusieurs types d'acteurs, à la fois les GAFAM, qui sont évidemment, notamment Google, Microsoft et Amazon, qui ont des plateformes de collaboration, on va dire. Et puis les acteurs de la tech américaine, dont aujourd'hui RingCentral par exemple, mais aussi Mitel. Alors Mitel, pas tout à fait tech américaine, je crois qu'elle est encore canadienne ou c'est américain? Ouais, c'est américain le siège maintenant et à Dallas. Ouais. D'accord, donc tech américaine, vous faites partie de cette tech américaine. Quelques acteurs européens aussi qui sont là, notamment Enphone ou aussi Enrich. Il y a un certain nombre d'acteurs, donc il y a finalement beaucoup d'éditeurs, beaucoup plus que ce qu'on pouvait avoir il y a encore une dizaine d'années. Et puis, les modèles économiques des uns et des autres ne sont pas les mêmes. La vision channel de la distribution n'est pas nécessairement la même aussi. Les solutions sont différentes. On se pose finalement tous beaucoup de questions face à ces évolutions. Quel cheval de bataille adopter. Et l'idée, je pense, de ce webinaire animé par Philippe Sordet et Stéphane Grasset. Stéphane, on est très heureux de retrouver au sein du club, malgré ton agenda un peu compliqué en ce moment. Merci. Donc je suis content d'être là aussi. Cette table ronde animée par Philippe et Stéphane va être assez passionnante. Et je vais laisser du coup Philippe nous présenter nos intervenants et puis Philippe et Stéphane l'animer. En tous les cas, écoutez, merci à tous pour cette année difficile sur laquelle on a pu quand même beaucoup partager les uns les autres. Je pense que ça nous a beaucoup apporté de réussir à maintenir ce lien, même s'il était évidemment plus virtuel que physique. Je vous souhaite de bonnes fêtes à tous et évidemment une année 2021 qui, je l'espère, sera plus propice à des vrais échanges humains. Voilà. Résistons. À toi de jouer. Voilà. Merci Laurent pour cette introduction. Juste pour donner en quelques chiffres ce qui se passe dans le club, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. On a passé les 200 adhérents, malgré les difficultés actuelles. C'est quand même un peu un exploit, on a de nouveaux adhérents. Et donc, on vous remercie à tous, en tout cas, de nous suivre et de continuer à nous rester fidèles, malgré le fait qu'on ne peut plus se voir. Mais voilà, on essaye toujours d'apporter de l'information pertinente. On va voir donc ce soir déjà ça. Alors, comme information, c'est notre 7e webinaire. On a plus de 90 inscrits. En général, on est entre 60, on est une soixantaine en général à nos webinaires. Et je voulais vous annoncer que le prochain webinaire aura lieu le 21 janvier à 17h, organisé donc par une de nos administratrices, Isabelle Sinal, qui est avec nous ce soir. Et sur le thème, comment faire évoluer notre approche commerciale à distance. Là aussi, ça va être passionnant. Vous allez voir des sujets, des intervenants un petit peu disruptifs et détonnants. Et on va essayer de vous faire passer un bon moment sur ce sujet. Donc, le 21 janvier à 17h, si vous pouvez le retenir. Donc, pour introduire le sujet, on voit l'arrivée en France d'un nouvel acteur en vente indirecte comme RingCentral, qui monte des partenariats commerciaux avec des éditeurs équipementiers comme Alcatel, Avaya, Atos Unify. On voit aussi la position dominante d'un Teams Microsoft, et puis on voit aussi Zoom. L'approche qui a sous l'angle aussi de la souveraineté numérique d'éditeurs comme Oiseau, qui est un éditeur franco-québécois, Enphone, éditeur allemand, et le positionnement d'un leader du on-premise qui se développe aussi dans le cloud comme Mitel, nous montre que nous sommes certainement amenés à revoir l'approche de la vente indirecte, le channel.
On va voir que chaque intervenant a son go-to-market. Et donc, d'où ce sujet, l'évolution du go-to-market des éditeurs en communication unifiée. Où en sommes-nous? Ne va-t-on pas vers une réorganisation complète du channel? On animera donc ce webinaire avec Stéphane, où on va commencer à poser des questions aux uns aux autres. Ça va être un peu un ping-pong. Je poserai une question, Stéphane en posera un autre intervenant et ainsi de suite. Vous pouvez toujours aussi, quand vous avez des questions, nous faire un chat. On pourra les revoir à la fin de notre webinaire. N'hésitez pas. Vous aurez aussi, on vous enverra aussi l'enregistrement et puis une petite synthèse écrite de ce qui se sera dit. Voilà, donc je vais commencer par une première question. En attendant, une première question qui va concerner Erwan. Une première question, Erwan, sur le. Alors, ce qu'on va demander à chacun, c'est à la première question, c'est de se présenter en 2-3 minutes, en tout cas leur société, et répondre à la question qui va leur être soumise. Donc, moi, la première question, Erwan, donc de Ring Central, puisque nos 4 intervenants, je le rappelle, nos 5, Ring Central, Erwan Salmon, Mytel, nous avons Frédéric Archambault, qui est le Regional Sales Manager, Erwan est le Country Manager France de Ring Central, nous avons Julien Ricoeur de la société Oiseau, qui est le directeur commercial, et Enphone, donc il y avait Laurent Lermite, le Country Manager, qui est remplacé par Simon Le Gall, qui est le directeur du partenariat, et dans Microsoft, Laurent Camus, qui est le chef de produit Teams, que beaucoup connaissent ici. Donc, ma première question ira donc à Erwan. Donc, tu te présentes aussi. Quel rôle souhaitez-vous jouer comme nouvel acteur sur le marché français du cloud, puisque vous êtes le dernier entrant sur ce marché? Erwan, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, Erwan Salmon, merci pour l'introduction. Donc, je suis le directeur général de Ring Central en France. En fait, j'ai plusieurs fonctions. Je dirige bien évidemment le bureau français. Je suis aussi responsable de toutes nos ventes sur le segment digital de la relation client à l'international, donc tout sauf les US. Et j'ai la chance aujourd'hui également de gérer la relation globale avec notre partenaire Alcatel-Lucent. Donc, Ring Central, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes une société américaine et un vrai pure player cloud. Nous appartenons d'ailleurs maintenant à un groupe très fermé des 20 sociétés les plus importantes du cloud au niveau mondial, avec un revenu annuel récurrent, qui est en fait le métrique qu'on utilise, supérieur à 1,2 milliard de dollars, donc assez significatif. On a une croissance supérieure à 30%, et ça depuis plusieurs années. D'ailleurs, le marché croit en nous. Quand vous regardez la capitalisation boursière de Ring Central, on a dépassé les 30 milliards il y a quelques semaines, ce qui laisse présager en fait que le marché envisage une croissance encore significative de notre groupe. Et aujourd'hui, nous adressons l'ensemble des entreprises, que ce soit de la TPE à la multinationale. Ce qui est important de noter, c'est qu'à ce jour, il y a un peu plus d'un tiers de notre chiffre d'affaires qui vient du segment entreprise. Donc, on n'est pas forcément que dans la TPE, on est vraiment aussi un acteur majeur des très grandes sociétés. Gartner reconnaît notre leadership. Pour la 6e année, nous sommes consécutifs, nous sommes en haut à droite du Magic Quadrant. Donc, on est assez fiers de ce résultat. Et puis, si après, on fait un focus sur la France, on a une croissance exceptionnelle. On va doubler notre chiffre d'affaires cette année. L'objectif de l'année prochaine, c'est de tripler. En termes d'effectifs, on est à peu près 100 personnes à la fin de cette année. Et puis, mon plan pour l'année prochaine en termes d'embauche est assez significatif, puisqu'on va embaucher entre 50 et 100 personnes. On a plus du mal à trouver des candidats aujourd'hui parce que le marché est tendu. Par contre, on a pas mal de jobs ouverts, aussi bien en R&D que sur la partie commerciale. Alors, la question, le rôle qu'on veut jouer comme nouvel acteur sur le marché français, ça va être simple. On est assez ambitieux. On veut être le market leader. Et je pense qu'on a des atouts pour y arriver. Pour moi, il y a deux parties. Il y a la partie technologique. Et je pense qu'on a une supériorité technologique importante sur 5 points différenciants. Le premier, voix, vidéo et SMS dans une même plateforme et avec une même interface, quel que soit le terminal utilisé. Deuxième point hyper important et qui fait la différence aujourd'hui, c'est tous les outils d'analytics que nous avons dans notre plateforme. Donc, aussi bien des outils de reporting, mais aussi des outils de métrologie. En fait, on est capable de monitorer la QoS globale sur nos infrastructures, puisque nous sommes évidemment fournisseurs de services et aussi opérateurs, ce qui permet à Ring Central de prendre des engagements assez forts au niveau contractuel, puisqu'on garantit les 5 9. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de candidats autour de cette table qui sont capables d'en faire autant. Troisième point important pour nous, une interface hyper ouverte qui nous a fait gagner beaucoup de deals, notamment en France. On a aujourd'hui plus de 2000 intégrations, il me semble, dans les applications tierces,
et on a à peu près 12 000 développeurs qui sont référencés. Alors, par exemple, évidemment, on s'interface avec Office 365, avec Teams, avec Google, avec tous les CRM du marché, mais aussi avec des gens comme ServiceNow, Okta, Amazon. Donc, on a un potentiel assez important qui est aussi important pour le partenaire parce que c'est un facteur clé de succès et un moyen aussi pour eux d'aller faire du développement logiciel et devenir pas forcément du coup des fournisseurs, mais plutôt des partenaires pour les clients en intégrant nos solutions dans l'écosystème de chaque client. Ensuite, on a un point important pour moi, c'est que le fait de proposer aussi des solutions d'expérience client dans le cloud, donc d'avoir du UC et du CC à de services, est important puisqu'on s'aperçoit qu'il y a quand même une concentration et une fusion entre ces deux mondes, entre l'interne et l'externe, qui devient de plus en plus fort. Et l'acquisition qu'a fait RingCentral il y a 2 ans maintenant d'une société française qui s'appelait Dimelo, qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui sur le marché parce qu'on est capable de fédérer l'intégralité des besoins en digital, nous permet aussi d'apporter une vraie valeur ajoutée en plus de la partie communication unifiée. Et puis enfin, côté infrastructure, comme je le disais tout à l'heure, on est service provider. On a plus de 30 data centers, dont 4 à ce jour en Europe. On a l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse. Et puis, on a effectivement des accords de direct peering avec plus de 45 opérateurs et puis plus de 200 service providers. Donc, ça nous permet d'apporter en termes de géographie, de pouvoir apporter notre service un peu partout au niveau mondial. Après, le deuxième axe pourrait arriver est bien évidemment un axe plutôt de partenariat. Comme le disait Philippe tout à l'heure en introduction, on a 2 types de partenariats. On a nos alliances stratégiques et puis on a des partenaires stratégiques. Donc, nos alliances stratégiques sont avec Avaya, Atos, pour la partie Unify, ex-Siemens Entreprise, et puis Alcatel-Lucent. C'est capital pour nous puisque ces 3 partenariats représentent à eux seuls une base installée colossale de plus de 200 millions de lignes. Quand on regarde sur le marché français, c'est plus de 50% des parts de marché en France. Et ces 3 partenaires ont décidé et ont choisi RingCentral pour leur stratégie Move to Cloud. Donc, c'est un accord fort, un accord de partenariat. Nous fournissons la technologie. Donc, on leur fournit des plateformes qui seront brandées au nom de ces 3 partenaires et eux s'occupent de la commercialisation. Mais c'est une démarche forte de ces 3 grands partenaires d'avoir choisi RingCentral comme plateforme de Move to Cloud pour le futur. Donc, ça, c'est un point capital pour nous et qui nous permet bien évidemment d'espérer avoir des parts de marché très significatives sur le marché français. Et puis ensuite, à côté, on a aussi des partenariats forts avec des service providers. Donc, aujourd'hui, il y a AT&T plutôt aux US, TELUS au Canada. En Europe, on en a 2 significatifs. On a BT et puis le dernier qu'on a annoncé récemment avec Vodafone. Et donc, je pense que ça, c'est une marque de fabrique de RingCentral. Et aujourd'hui, il n'y a aucun de nos concurrents qui n'a conclu des accords aussi forts avec aussi bien des alliance partners ou des service providers qui s'engagent contractuellement à migrer une toute ou partie de leur base installée, donc avec des engagements forts en termes de nombre de lignes. Et donc, ce qui me fait penser que de par notre technologie et de par ces accords stratégiques, on va devenir un acteur incontournable sur le marché français. Erwan, je vais t'interrompre parce qu'on a d'autres questions et voilà, on va maintenant, je vais passer la parole à Stéphane qui va certainement interroger, je crois c'est Maïtel maintenant. Je te laisse la parole. Oui. Après, on reviendra vers toi. Tu as vu, on fait un tour de chacun pour que chacun puisse parler dans les 10-15 minutes là. Donc pas plus de 3 minutes, 4 minutes pour la première question, s'il vous plaît. Merci. Oui, merci Philippe. On aura d'autres, Erwan. Et merci Erwan. Donc bon, effectivement, je vais me tourner vers Frédéric Archambault. Donc Frédéric, Erwan a planté le tableau. Il veut être le market leader en France. Donc ce serait bien, on connaît tous Mitel, mais ce serait bien de pouvoir nous dire où en est Mitel aujourd'hui. Et puis la première question, c'est aujourd'hui vous avez des offres on-prem, vous avez des offres dans le cloud, différentes plateformes. Est-ce que c'est pas compliqué éventuellement pour vos partenaires et les clients finaux de savoir vers quelle solution vous souhaitez privilégier ou au contraire, est-ce que c'est une richesse? Merci pour la question, merci pour l'intro. Donc, je vais me représenter effectivement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Frédéric Archambault, je suis le directeur commercial de Mitel France. Mitel est un éditeur américain, même si je pense que les statuts sont encore canadiens à cette heure-là. On est basé à Dallas. C'est une entreprise qui est restée longtemps nord-américaine jusqu'à l'acquisition d'Astra, avec maintenant un chiffre d'affaires qui est équilibré, voire légèrement supérieur côté Europe.
C'est une entreprise qui, alors c'est très appréciable quand on est en interne, qui est extrêmement tournée vers le marché sur lequel on est, les pays et notamment la France, qui est un des 3 marchés leaders sur la zone internationale, a une voix en interne extrêmement forte. L'idée étant de coller aux spécificités du marché dans lequel on opère. Déjà, on voit qu'en France, il n'y a pas qu'un chemin pour aller vers le cloud. Et je pense que si je discutais en tête-à-tête avec chacun d'entre vous autour de la table, je verrais une histoire différente à chaque fois en termes de clients que vous adressez ou de stratégie, vous, de votre entreprise. Mais alors, quand on se met sur la planète avec les différents pays, forcément, ça prend une autre mesure. Mitel a des positions fortes effectivement sur le on-premise. On fait partie des leaders, voire on a des positions dominantes dans 5 pays majeurs. Sur Lucas, on est 2e au monde. Donc on a des positions extrêmement fortes aussi. C'est suite notamment au rachat de Shortel aux US. Donc on a effectivement une position qui est atypique dans la mesure où on ne va pas se placer en disruption sur ce marché-là et on ne va pas proposer de, entre guillemets, tout casser ou tout abandonner à un réseau de partenaires que l'on a aujourd'hui. Et je pense que la richesse d'une entreprise, c'est surtout les partenaires que l'on adresse au quotidien, sur qui on peut compter, et les partenaires qui comptent sur nous. C'est notre grande satisfaction. Donc, on écoute nos partenaires et notre stratégie, elle est simple, c'est d'embarquer tous les partenaires que l'on a aujourd'hui vers le cloud qui leur ira. Ça veut dire quoi? Et pour répondre à ta question, Stéphane, en partant de ce qui touche, on va dire, l'utilisateur, que ce soit les terminaux, les applicatifs, les consoles opératrices, tous les applicatifs qui vont vers le user, tout ça maintenant est commun à l'ensemble des plateformes. Et tout ça, en termes d'applicatifs, migrera vers le cloud courant 21 sur on va dire une plateforme commune qui s'appelle CloudLink. Donc déjà, ça simplifie énormément l'approche des partenaires et du client lorsqu'il migre d'une solution à une autre. Ensuite, les systèmes. Les systèmes en eux-mêmes, on est né du on-premise, on va vers le cloud. Tous les systèmes aujourd'hui sont virtualisables, sont également encore disponibles en box, puisque le marché de la box est encore important, le marché de la gateway, hein, plus on descend dans la capacité, tout compte fait. On virtualise tout. On a tout aussi en mode CAPEX ou en mode OPEX. Et donc là, en fait, avec cet éventail-là, on va intéresser des partenaires qui sont encore sur de la vente CAPEX on-site, qui s'orientent de plus en plus vers des modes OPEX, ou qui veulent hoster eux-mêmes parce qu'ils en ont les capacités, parce qu'on ne parle plus d'intégrateurs, on parle d'opérateurs. Donc voilà, donc ils ont la capacité d'opérer et d'hoster et de fournir un service avec les liens opérateurs en face. Et puis on a aussi des solutions où on hoste nous-mêmes, on manage le service nous-mêmes pour les partenaires qui ne veulent pas justement hoster par eux-mêmes les systèmes. Et donc là, on s'appuie sur des solutions soit hébergées dans nos data centers, soit hébergées sur les plateformes de Google pour atteindre aussi les 5.9 en fiabilité. Donc bon, ça voilà, c'est des standards aujourd'hui dans Lucas. Voilà. Donc en gros, on essaye de répondre à tous les besoins et Dieu sait si c'est un travail de tous les jours de comprendre exactement la stratégie de chacun d'entre vous pour y répondre au mieux. Bon, je pense que c'est ce que les partenaires apprécient à la fin. Merci Frédéric. Philippe, tu as une question à poser. On ne t'entend plus. On ne t'entend pas, Philippe. Tu dois être en mute, Philippe. Ton micro est arrêté. Excusez-moi, mon micro est arrêté. Oui, donc je passe la parole à Laurent Camus maintenant de Microsoft. Donc toujours petite présentation. Et ma première question, Laurent, ce serait Microsoft Teams a connu une croissance. J'ai vu encore les derniers chiffres. Vous tirez à la bourre avec Zoom en ce moment. Sans précédent cette année. Cela va-t-il effectivement de la visioconférence
et de la collaboration en incluant la téléphonie. Voilà, on voudrait savoir si aussi la téléphonie a suivi une croissance forte chez Teams. Alors, Teams, la plupart des gens connaissent, donc enfin, je peux dire un petit mot en tant que chef de projet. Bonjour à tous. Donc oui, je vais vous faire l'affront de présenter Microsoft, mais sur la partie Teams, peut-être quelques chiffres. Déjà, Teams, ça n'a que 3 ans et demi. Hein. Ça a été lancé officiellement en version GA en 2017, en mars 2017. Mais bien évidemment, on hérite de toute l'expérience de Microsoft sur les solutions précédentes de collaboration qui ont été Skype, Lync, Office Communicator en remontant vers le passé. Et donc, en effet, donc on a senti une explosion d'adoption de cet outil de collaboration avant la pandémie. Alors, bien sûr, la pandémie a encore accéléré les choses. Hein. Donc, juste pour donner quelques chiffres, en novembre 2019, on avait 20 millions d'utilisateurs actifs quotidiens de la plateforme Teams. Et un an après, on en avait 115 millions. Donc, voilà, presque 500% de croissance. Donc, une très large adoption. Et en effet, alors, la différence, Philippe, tu disais Zoom, on se tire la bourre avec Zoom. C'est vrai, la différence principale, c'est que Zoom est une solution de visioconférence et quasi exclusivement une solution de visioconférence. Là où Teams, en fait, est une solution de visioconférence, mais pas que. Et c'est avant tout une solution de collaboration, de chat d'équipe, sur lequel on a, au fil de l'eau, intégré tout ce qui est partie visioconférence, bien sûr, mais également la partie téléphonie, la partie intégration d'applications métiers. Et aujourd'hui, c'est vraiment une plateforme très, très ouverte. Et c'est ce qui différencie peut-être un petit peu Teams par rapport à d'autres solutions du marché. Parce qu'il est vrai qu'on a beaucoup parlé pendant cette pandémie de l'aspect visioconférence, hein, qui était un vrai besoin, qui est toujours un vrai besoin. Mais il faut savoir que voilà, c'est beaucoup plus large que ça. Et que nos clients adoptent Teams on va dire par étage. Sur ces 115 millions d'utilisateurs actifs aujourd'hui qu'on a dans le monde, alors désolé, je n'ai pas des chiffres France, malheureusement on ne communique pas sur les chiffres France, donc c'est seulement monde, mais sur ces 115 millions d'utilisateurs quotidiens, en fait, les 2 tiers échangent des fichiers, coéditent des fichiers, font des réunions. Donc en fait, ce n'est pas juste je me connecte et je fais du chat, comme on pourrait aussi l'imaginer, c'est bien plus profond que ça. Puisque voilà, aujourd'hui, c'est une vraie plateforme. Et ce qui n'était pas, ça évolue toujours, hein, ce qui n'était pas disponible il y a quelques temps sur le marché PME, la partie vraiment purement téléphonie cloud, 100% cloud, aujourd'hui, ça vient des grands comptes, on est très présent sur les grands comptes, mais au fur et à mesure, bien sûr, on descend sur les comptes plutôt PME. Et aujourd'hui, il y a un énorme investissement de la part de Microsoft, et notamment Microsoft France, sur la partie PME, justement, puisque depuis cet été, on a de nouvelles offres de téléphonie pour ce marché-là. Et donc, il y a un investissement fort sur les régions, notamment aussi on a des centres un petit peu partout en région qui permet aussi à nos clients de venir, de tester des solutions. Merci, je te remercie. Je passe la parole à… 4 minutes. Hein, non, tu n'as pas fini, non, excuse-moi. Non, si, j'ai fini. J'ai essayé de tenir dans les 3-4 minutes. C'est parfait. Donc, je repasse la parole effectivement à Stéphane qui a une question. Je vais me tourner vers Julien Ricoeur. Donc, quelques mots pour présenter Oiseau. Et puis, lorsqu'on a préparé cette réunion d'aujourd'hui, j'ai compris que vous privilégiez les opérateurs dans votre stratégie. Donc, ce serait intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'il est particulier dans votre offre qui les attire particulièrement. Et puis, vos positions sur les autres canaux de vente également. Bonjour à tous. Donc, Julien Ricoeur, je suis directeur commercial effectivement de la société Oiseau. En quelques mots sur Oiseau, donc nous on est un pur éditeur franco-québécois, de manière un peu historique, hein, puisque notre pôle R&D est positionné à Québec, avec une grosse force, on va dire opérationnelle, plutôt sur le marché français. Donc on est éditeur et nous on a fait le choix en tant qu'éditeur de focuser en fait la valeur en fait de notre plateforme autour des opérateurs. Et principalement, en fait, le marché français est un marché, on va dire, très, très porteur pour nous, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on est sur un marché dérégulé, donc avec beaucoup d'opérateurs, contrairement à d'autres pays.
Et donc, on a fait le choix en fait d'éditer ou de développer une plateforme qui va permettre en fait à ces opérateurs de créer de la valeur en fait sur leur métier originel d'opérateur et donc de pouvoir apporter des services complémentaires autour de l'ensemble en fait de offre de services. Et pour ça, de plusieurs manières. D'abord, en leur proposant une plateforme multitenant, donc qui va leur permettre, on va dire, de monter une infrastructure et de leur permettre de raccorder l'ensemble de leur infrastructure IT d'opérateurs et de pouvoir proposer et de monter leur propre offre UCaaS pour adresser les clients finaux. Donc, contrairement, on va dire, à beaucoup d'acteurs, on voit nous sur le marché où la plupart des éditeurs décident en fait de se dire, on va récupérer cette valeur aujourd'hui, on va voir et on va trouver un nouveau channel pour vendre cette valeur. Nous, on essaie de prendre le marché un peu à l'envers et plutôt de redonner cette valeur aux opérateurs ou en tout cas leur redonner les outils nécessaires, leur permettant en fait de créer de la valeur autour de leur infrastructure. Voilà. Donc, Oiseau, alors j'ai pas les chiffres d'Erwan, je suis désolé, j'espère les avoir dans quelques années. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, Oiseau, on est en France depuis 2 ans à peu près. Et Oiseau, c'est déjà 50 opérateurs aujourd'hui qui opèrent la plateforme Oiseau dans leurs propres infrastructures avec l'ensemble de l'offre, on va dire, multitenant, application tout en un qui va gérer la voix, la vidéo et le chat pour répondre, on va dire, aux besoins et aux usages attendus aujourd'hui par les clients. Donc voilà, en quelques mots, notre positionnement, quoi. Merci beaucoup, Julien. Philippe, je te repasse la parole. Alors, oui, c'était. Donc la dernière question, effectivement, de se présenter, ce que je vais demander à notre ami de Enphone, hein, de se présenter effectivement. Et la question, ça va être autour de la, alors attendez, la souveraineté. Je suis ouais, c'était. Voilà, c'était parce qu'effectivement, j'étais un petit peu perdu parce que j'étais à Laurent Lhermitte. Donc voilà. Donc effectivement, en plus des intégrateurs, parce que actuellement vous recrutez des intégrateurs en téléphonie traditionnelle, vous semblez de plus en plus aller vers des acteurs du monde de la bureautique. Hein, on a bien vu qu'il y en a. On venait de voir Oiseau qui était plutôt côté opérateur. Vous allez plutôt rechercher des partenaires dans la bureautique et l'IT. Donc pourquoi? Ça, c'est ma question. Maintenant, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement Enphone, qui est un éditeur allemand qui commence à être bien connu aussi en France. Voilà, je te laisse la parole. Merci Philippe. Effectivement, bonjour à tous. Donc moi, Simon Le Gall, je pilote les partenariats sur la France pour Enphone. Juste pour revenir sur qui est Enphone et ce qu'on fait. Donc Enphone, c'est un acteur pan-européen de la téléphonie d'entreprise dans le cloud. On est présent dans 15 pays. On a donc cette double casquette également d'opérateurs en France donc, et dans les 14 autres pays où le groupe est présent, et aussi éditeur de solutions de téléphonie d'entreprise. On a aussi une croissance de plus de 30% par an. On est coté en bourse. Aujourd'hui, il y a plus d'1 demi-million d'utilisateurs quotidiens qui utilisent nos solutions pour libérer justement leur communication à travers l'Europe. On a fait du chemin. Nous, on a été lancé en France il y a 1 an et demi. On s'appuie uniquement sur un écosystème de partenaires pour proposer nos solutions. Donc, il y en a plus de 3000 à travers l'Europe justement pour distribuer l'ensemble de nos solutions. Pour revenir à ta question, effectivement, aujourd'hui, on a 3 typologies principales de partenaires. On va avoir les intégrateurs télécoms classiques, on va avoir les intégrateurs informatiques et les acteurs de la bureautique. Pourquoi on s'est ouvert à ce type d'acteurs? Tout simplement déjà parce que ce sont ces acteurs qui sont venus vers nous. Ils connaissent déjà le modèle on l'a évoqué tout à l'heure avec Erwan, de MRR, de revenus récurrents mensuels. C'est quelque chose qu'ils connaissent déjà, qu'ils vendent déjà. Donc, il n'y a pas de conduite du changement pour ces acteurs de leur côté, notamment au niveau de l'incentive des commerciaux. On sait que ça peut être un sujet très important. Comment motiver ces commerciaux. Ces acteurs-là ont déjà cette philosophie du récurrent mensuel, donc ils n'ont pas ce step supplémentaire à aller chercher. Donc c'est pour ça qu'ils vont vers le métier d'opérateur et de distributeur de solutions de téléphonie d'entreprise. Parce que c'est beaucoup plus simple pour eux que pour des intégrateurs classiques de changer de business model, de passer du fameux CAPEX à l'OPEX.
autre point important, c'est la valorisation de leur entreprise. On l'a vu encore il y a quelques jours, il y a Slack qui s'est revendu plus de 27 milliards à Salesforce. Pourquoi? Parce que justement, ils génèrent du revenu récurrent. Donc, on a cette prédictibilité sur le revenu, sur le chiffre d'affaires. Et c'est ce qui explique justement ces valorisations très, très importantes de sociétés qui sont dans le SaaS, donc dans le cloud, qui proposent des solutions, des services par mois, par utilisateur. Aujourd'hui, on a une part égale entre les intégrateurs télécoms classiques et les intégrateurs informatiques et bureautiques dans nos partenaires. Justement, pour pouvoir les accompagner, on a défini des parcours spécifiques. Les intégrateurs bureautiques IT vont avoir besoin de formation dans tout ce qui va être l'environnement télécom, tout ce qui va être portabilité, l'attribution de numéros, les règles à respecter de l'ARCEP. Mais ça reste très simple. Avec une techno comme la nôtre, toute cette partie télécom reste très simple. Et contrairement aux intégrateurs télécoms qui, eux, ont déjà ce background technologique où on va les accompagner dans la conduite du changement pour adopter ce nouveau business model sur l'incentive de leurs commerciaux, sur la gestion de la facturation, tous ces points-là. Merci Simon. Tu étais dans le timing, parfait. Je repasse la parole à Stéphane. Vous voyez, c'est un ping-pong. C'est une nouveauté. Bon, moi, tout le monde parle. On ne va pas attendre. Voilà, Stéphane, je te laisse. Oui, merci. Merci Philippe. Oui, je vais me tourner vers Frédéric à nouveau. Après, j'ai Simon vient de parler de ces différents types de partenaires. Je crois que tu m'avais confirmé que l'approche de Mitel a été claire, c'était Channel First. Et vous accompagnez beaucoup vos partenaires. Alors, comment est-ce que vous faites pour répondre à tous leurs besoins, toutes leurs approches, d'une part? Et puis, est-ce que les partenaires plutôt d'un mode CAPEX arrivent à passer facilement au mode OPEX? On sait que c'est assez différent sur plein de points. Oui, c'est tout l'enjeu en fait de nos entreprises. Et je dis nos entreprises parce que ce soit le partenaire ou Mitel, on est exactement dans la même problématique. C'est une problématique d'entreprise de migrer son revenu d'un modèle CAPEX vers un modèle OPEX. Et pour que ça se passe bien, il faut anticiper ce modèle OPEX pour qu'il vienne en complément, voire booster son chiffre d'affaires, pour qu'à un moment donné, quand le CAPEX va baisser, forcément, l'OPEX prenne le relais. Donc, c'est quelque chose qu'il faut anticiper, il ne faut pas le subir. Si on le subit trop rapidement, forcément, on a des problèmes de trésorerie, c'est juste comptable. Donc, il y a beaucoup de discussions autour de ça avec nos partenaires. Alors, c'est Channel First et c'est… Alors en France, ça ne change pas grand-chose puisqu'on a toujours été uniquement par channel, par partenaire. On ne fait pas de vente directe, sauf sur le compte de la SNCF qui intègre eux-mêmes leurs solutions. Mais dans le monde entier, maintenant, les ventes directes ont été arrêtées et donc on ne passe plus que par des revendeurs. Donc le pouls de Mitel bat au rythme des revendeurs. Des réunions sont montées auxquelles certains d'entre vous autour de la table participent. C'est des réunions spécifiques pour les revendeurs ou pour les distributeurs. Et dans ces comités, voilà, on écoute la voix du terrain et on essaye de fitter au mieux aux besoins. Alors ensuite, comment on accompagne ces partenaires? On se consolide, c'est un métier qui se consolide beaucoup. Chez les éditeurs, c'est une chose, et puis chez les partenaires aussi, ça s'accélère énormément. Je me suis vraiment fait la réflexion à la sortie du premier confinement. Certains d'entre vous me disaient avant le confinement, voilà, je suis plutôt dans une dynamique, soit de rester seul, soit peut-être d'être consolidateur demain. Et puis à la sortie du confinement, il y en a qui m'ont dit, bon, tout compte fait, je suis prêt à regarder. S'il y a quelqu'un qui cherche une entreprise et qui veut faire de la croissance, pourquoi pas? Ce qui était vrai avant le Covid n'est plus vrai après. Et c'est important, on voit cette accélération-là. On a pour objectif de ne laisser personne au bord de la route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les partenaires sont importants, du plus petit au plus gros. Les gros, on doit les aider à continuer dans leur croissance et à répondre à leurs enjeux. Et les gros sont souvent sont plus des intégrateurs, sont des opérateurs purs. Et donc, on se passe vraiment dans un modèle récurrent avec eux. Et puis, entre guillemets, les petits qui souhaitent se faire consolider, absorber, alors on les met en relation. Donc là, on a, je pense, un rôle à jouer là-dedans
de mise en relation aussi entre vous. Et on se veut conseil aussi là-dedans, et on a les relations avec pas mal d'entre vous pour justement aborder ces sujets-là et voilà, vous aider dans ces projets. Mais et on l'a vu ces derniers mois, ces dernières années, un intégrateur entre guillemets très classique chez nous qui fait du transactionnel pur et du on-site pur, donc qui serait entre guillemets dit comme non stratégique, peut devenir demain hyper stratégique parce que il intègre ou il est intégré dans une structure opérateur avec voilà, une vision qui se projette sur les 3-4 ans avec du récurrent et voilà. Et donc les places, positions de marché que l'on a acquises sont prédominantes et nous aident justement dans notre croissance. Donc, alors, le Covid fait qu'on ne peut pas se réunir et heureusement qu'on a le CDRT pour se voir entre nous comme ça. Mais c'est vrai que les réunions que l'on peut faire, soit à base régionale, soit à base France, soit à base internationale, sont extrêmement suivies et appréciées par nos partenaires. On a souvent possibilité de refuser certaines personnes parce qu'en fait, on a trop de monde qui s'inscrivent et on voit vraiment le besoin des partenaires de discuter entre eux, discuter avec nous pour justement échanger, prendre des bonnes pratiques et puis voilà, se mettre en relation les uns aux autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, au-delà de discussions qu'on peut avoir ce soir, c'est ce qui fait la beauté de notre métier et la richesse des relations que l'on peut avoir aujourd'hui. Les 3 prochaines années, là, les 5 prochaines années certainement, sont fantastiques à vivre de l'intérieur. Moi, je suis hyper enthousiaste d'avoir une équipe comme ça qui parle stratégie au quotidien avec nos partenaires. Je trouve que c'est très enrichissant humainement au-delà du business que l'on peut mener au quotidien, quoi. Merci Frédéric. Avis aux amateurs. Donc, le métier de conseil matrimonial de Mytel peut apporter des opportunités. Philippe, je te passe la parole. Alors là, maintenant, je pose une question à Erwan, qui est en mute. Erwan ? Ouais, c'est bon. Voilà. Merci Erwan. Alors, on va rentrer dans un sujet qui va intéresser beaucoup de notre auditoire. Vous avez passé donc des accords de distribution avec des éditeurs équipementiers comme Avaya, Alcatel, Unify, enfin Atos, avec des intégrateurs. Il y a peut-être aussi un manque peut-être de lisibilité sur votre stratégie de channel. On a quand même pas mal de nos intégrateurs chez nous qui sont des Alcatel ou des Avaya, certains Alcatel se disent moi je vendais de l'Alcatel, pourquoi vendre du Ring Central, ou qui veulent aller sur aussi des offres de marque blanche en tant qu'opérateur. Donc voilà, comment tu peux nous expliquer un petit peu votre stratégie au niveau de channel? On en a un petit peu parlé, mais mieux l'expliquer pour que effectivement notre auditoire comprenne bien où vous allez sur cet aspect. Ok. Bon, déjà, comme le disaient mes prédécesseurs, c'est que le marché se dirige de façon inexorable vers le cloud, et notamment le cloud public. Et on voit que la pandémie actuelle accélère fortement cette transformation. Il n'y a pas une discussion avec un DSI qui n'est pas tournée vers le cloud aujourd'hui. Donc, notre stratégie channel, non, en fait, elle est assez claire, elle est standard. En fait, nous travaillons avec un écosystème de partenaires qui comprend bien évidemment les service providers, les systèmes intégrateurs, les intégrateurs et puis les distributeurs, comme le font à peu près tous nos concurrents. Bon, la différence majeure, je pense, qu'on apporte, c'est que chacun peut y participer et peut participer à la création de valeur en fonction du niveau de ses compétences et de sa stratégie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre programme partenaire est sans doute, je pense, le plus ouvert du marché. Donc, en fonction des compétences des intégrateurs ou des gens qui veulent rejoindre notre réseau, ils vont pouvoir aller plus ou moins loin dans le cycle de vente et plus ou moins loin dans la partie service, d'un point de vue mise en service ou d'un point de vue support. Donc, ça nous permet bien évidemment de travailler avec des intégrateurs ou des spécialistes du monde des communications unifiées, mais également de pouvoir intégrer au sein de notre infrastructure, notre réseau de partenaires, des partenaires plutôt qui viennent de l'IT, puisque dans ces cas-là, ils iront un petit peu moins loin dans la proposition de valeur
Et nous, Ring Central, on se chargera de la signature de contrat avec le client et également de mettre en place toute l'infrastructure. On a un modèle qui est un modèle de sales agent, donc c'est-à-dire que c'est Ring Central qui signe le contrat. Alors pourquoi c'est Ring Central qui signe le contrat? Tout simplement parce que on prend des engagements très forts d'un point de vue contractuel sur la qualité de service sur notre infrastructure, sur notre réseau. Comme je vous disais tout à l'heure, on garantit les 5 nines, on garantit la qualité du MOS et on vérifie cette qualité communication par communication et on prend des engagements financiers par rapport à cette qualité de service. Donc, c'est la raison majeure pour laquelle on souhaite conserver ce modèle de sales agent, d'agent commercial, parce que c'est celui qui fait sens, c'est celui qui apporte la meilleure garantie au client final en termes de qualité de service. Après, sur la partie de nos 3 partenaires stratégiques que sont Avaya, Atos et Alcatel-Lucent, au contraire, c'est une opportunité formidable pour leur réseau de distribution et leur réseau de partenaires. On met à disposition une infrastructure technologique qui va permettre justement à tous les clients de ces partenaires de pouvoir migrer d'une façon la plus souple possible vers des infrastructures cloud. On va conserver tout ou partie du hardware présent sur site, donc là, notamment les postes téléphoniques d'Avaya vont marcher sur la plateforme Avaya, ceux d'Alcatel sur la plateforme Alcatel, ceux de Unify sur la plateforme d'Atos. Et on va aussi permettre très prochainement la possibilité de voir un mixte entre une solution full cloud et une solution full hybride. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer des PABX on-premise et les connecter directement sur notre infrastructure. Donc, on va avoir justement aussi cette méthode et cette possibilité de ne pas être trop disruptive et d'avoir une transition souple qui va permettre à tous les partenaires d'Avaya, d'Alcatel et d'Atos de pouvoir migrer progressivement tout ou partie de leurs clients sur des solutions de cloud public. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait. Alors après, ce qu'on a mis en place également, parce que c'était important, c'était aussi un des freins. En fait, il y avait 2 freins aujourd'hui dans l'adoption du cloud public. Le premier, c'était la qualité de service. Donc, ça, on le garantit. Et le deuxième frein, c'était comme nous sommes un acteur américain, c'était toute la partie qui concerne en fait la protection des données. Donc, nous, on a réglé ça de façon assez simple. Déjà, tous nos data centers sont en Europe. Il n'y a aucune communication qui remonte aux États-Unis. Et puis, toute la partie, on va dire, de conservation, aussi bien les messages vocaux ou les documents qui sont partagés dans le cadre de travail d'équipe, toutes ces informations un peu confidentielles et qui sont la propriété du client, le client a le choix soit de les garder dans une infrastructure, soit de les stocker directement dans sa propre infrastructure ou chez un tiers. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a aucune contrainte particulière en termes de protection des données et au contraire, on est super souple, ce qui permet justement de donner confiance aussi aux partenaires, notamment de notre réseau Alcatel, Avaya et Atos. Merci beaucoup, Erwan. C'était clair. En tout cas, on aura certainement très vite du présentiel pour pouvoir venir te parler directement, parce que là, on ne pourra pas prendre toutes les questions, mais voilà. Je repasse. Et je m'excuse parce que je ne suis pas en vidéo, mais j'ai une qualité, je ne suis pas à Paris et j'ai ma qualité réseau qui est vraiment très mauvaise. Et si je mets la vidéo, ça risque d'être catastrophique. Donc, je m'excuse par avance. Non, mais ce n'est pas gênant. Beaucoup te connaissent. Stéphane, je te repasse la parole pour… Oui, alors je vais poser une question à peu près identique là, à deux de nos acteurs ce soir. Donc, je vais me tourner vers Simon d'abord, Enphone. À propos de la souveraineté, parce que Erwan vient de parler de protection des données, des data centers qui sont en Europe. J'ai compris que vous mettez en avant beaucoup la souveraineté européenne. Et j'ai compris que c'était un élément différenciant pour vous vis-à-vis de vos partenaires et clients finaux. Oui, évidemment. La souveraineté des données stockées dans le cloud, ça constitue l'une des préoccupations majeures des entreprises françaises. Les Français aujourd'hui, ils ont peur du cloud, alors que c'est quelque chose qu'ils utilisent tous les jours à titre personnel, sans sécurisation particulière, et ils ne s'en rendent pas forcément compte. Aujourd'hui, les prospects ils demandent des data centers en Europe parce qu'ils savent que des pays leaders comme la France, l'Allemagne, ils font une priorité de la protection des données des concitoyens. On l'a d'ailleurs vu en juin dernier, où le ministre de l'économie française et allemand ont détaillé leur nouveau projet d'infrastructure européenne de services cloud, justement parce qu'avec ce confinement, une large partie de la population européenne et le recours au télétravail qui a mis en lumière tout ce manque d'alternatives aux solutions américaines, il y avait besoin d'avoir ce fameux cloud souverain pour rassurer les Français et les Européens. Enphone, en tant qu'opérateur européen et éditeur de solutions, on a pris toute notre place dans ces réflexions autour du cloud souverain qui est initié par l'Allemagne. Et je le rappelle, nous, le groupe a été fondé en Allemagne à la base. Et donc la France, pour concurrencer
les acteurs américains, les GAFAM qu'on peut connaître, justement pour avoir des technos plus sécurisés et notamment ne pas avoir, par exemple, de Patriot Act sur nos données. Les prospects aujourd'hui nous le disent clairement, ils veulent des data centers en Europe et quand on leur dit que les nôtres ils sont justement rassurés. Chez Enphone, on gère toute la localisation des données sont en Europe, la sécurisation des données, on gère également la traçabilité de ces données et on a une vraie séparation entre chaque instance de nos clients. Ces problématiques, ça touche tout le monde, tout type d'entreprise, ça va de la start-up au grand groupe et on l'a vu encore récemment où Carrefour s'est fait épingler par la CNIL pour des problèmes de RGPD. Donc, c'est important pour les DSI d'avoir confiance dans les solutions cloud qu'ils vont sélectionner. Merci Simon. Alors, Julien, un peu même question. C'est vrai, quand on a échangé avant cette réunion, j'ai compris que le fait que ce soit une société franco-québécoise, d'un actionnariat 100% français, vous mettez aussi en avant la souveraineté. Et puis aussi des points particuliers avec des API qui permettent à vos revendeurs de monter leur propre plateforme. Donc, vous poussez vraiment beaucoup vers cet aspect-là. C'est vraiment déterminant? Ouais, c'est essentiel. En fait, c'est un de nos points très différenciants, c'est qu'on va encore un peu plus loin sur le côté souveraineté quelque part, puisqu'en fait, là, l'intelligence et la plateforme de communication est hébergée directement par nos partenaires. Donc, ils ont une maîtrise globale, en fait, là, pour le coup, des données qu'ils vont héberger. Ils ont une maîtrise globale en fait de la localisation des données également qu'ils vont pouvoir héberger et ils vont pouvoir mettre ça en avant vis-à-vis de leurs clients respectifs. Sur le côté souveraineté, c'est un sujet qui revient également de manière assez régulière et je crois que encore plus actuellement, c'est-à-dire que dans le contexte actuel, je pense que il faut savoir aussi qu'on adresse beaucoup de marché de la PME. Oiseau est essentiellement sur le marché de la PME et de l'ETI. Et donc, les patrons d'entreprise qu'on rencontre sont aussi sensibles à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de se dire, bon, je vais travailler avec une société alors franco-québécoise, mais comme tu le dis Stéphane, avec un actionnariat 100% français, avec des salariés en France, qui payent des impôts en France, on sait aussi que c'est un choix aussi. Ça fait partie des décisions aujourd'hui de patrons de PME quand ils doivent choisir une solution. Donc notre approche effectivement sur cette partie souveraineté, c'est on donne la globalité de l'intelligence au partenaire qui va travailler avec nous, il va pouvoir avoir la maîtrise de ça. Et deux, le fait de pouvoir aussi travailler avec une société qui a pignon sur rue en France et qui est capable de les accompagner, quoi. Merci Julien. Philippe. Ouais, excuse-moi, par la Pardon, partie, oui, il y avait une deuxième partie à ta question qui était la sur partie, les API. Ouais, sur la partie API. Oui, c'est un des points forts de notre approche, c'est que notre plateforme est une plateforme totalement APIisée. Donc, je ne sais pas si le terme est très beau, mais au moins il veut dire ce qu'il veut dire. C'est en fait la plateforme qu'on propose dispose en fait aujourd'hui, je crois qu'on est pas loin de 500 API. Et en fait, notre stratégie Oiseau, c'est de pouvoir proposer une plateforme qui est entre guillemets programmable avec des outils sur étagère, des outils de management, des outils de gestion de souscription, des outils de management sur la partie OPEX également, pour toute la partie gestion des utilisateurs et de toutes les applications. Tout ça est également complètement accessible par API pour pouvoir, nos partenaires souhaitent intégrer ça soit dans leur système d'information pour opérer, gérer de manière automatisée tout le workflow en fait de process d'un nouveau client jusqu'à la création des utilisateurs directement depuis leur système d'information. On a des partenaires aujourd'hui qui utilisent leur ERP, qui vont créer leurs clients dans leur ERP, qui vont créer leurs utilisateurs. Ça pousse tout ça en fait dans la plateforme Oiseau, ça va créer le tenant, ça va créer les utilisateurs et on va remonter la notion des souscriptions à travers nos API directement pour gérer la facturation. Donc, c'est la gestion automatique du workflow. Et puis ensuite, c'est tout ce qui est lié à l'intégration métier pour le client final, puisque la partie API et l'ouverture API nous permettent d'aller très loin en fait dans des réponses, on va dire, très métiers et pour répondre, on va dire, à des cas d'usage pour lequel, sur des solutions un peu standards, on pourrait pas y répondre. Donc, on n'est pas une plateforme CPaaS, comme j'ai pu l'entendre dans diverses discussions. On n'en est pas loin, en tout cas, on va vers cette tendance-là, mais on est plutôt sur une plateforme ouverte, APIisée.
Merci Julien. Philippe, je crois que tu as des questions pour Laurent. Alors, moi, j'ai 2 questions pour Laurent, puisqu'effectivement, on n'a plus entendu Laurent de Teams. Là. Alors, une première question, elle est importante pour notre auditoire, c'est quels sont réellement vos principaux canaux de vente? Parce que vous parlez de grands comptes chez vous, vous parlez de PME, vous parlez de vente indirecte, de vente directe. Il n'a plus de… Laurent? Oui, oui, je suis là, je t'écoute. Ah oui, oui, je pensais que tu avais… Voilà. Quels sont… Parce que c'est vrai que vous parlez de grands comptes, qui était quand même l'un de vos premiers marchés. Vous dites que vous avez maintenant 200 000 PME comme clients. Vous faites beaucoup de ventes indirectes, vous parlez de 90% de ventes indirectes. Voilà. Voilà, Alors, on aimerait bien savoir effectivement voilà. comment ça fonctionne. Donc, en effet, nous, la segmentation du marché en France pour Microsoft, il y a 3 grosses catégories. Les grands comptes, c'est les 350 plus grands comptes. On a ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, les comptes SMC, c'est le milieu, donc c'est les 800 entreprises plutôt ETI en France. Et après, on a le marché SMB, le reste. Donc, ce marché, en fait, c'est à peu près 200 000 clients. On est sur les 2 premières pavés, les grands comptes et les comptes du milieu, on est en 100% indirect. Ça passe exclusivement par nos partenaires. Sur le marché PME, en effet, on a la possibilité aujourd'hui, on a ce qu'on appelle Web Direct, donc la possibilité d'acheter des licences Office 365 et donc d'avoir Teams via une carte bleue directement sur notre site. Ça représente 10% seulement. Donc en fait, on pourrait dire quasiment à 99% en indirect. Et aujourd'hui, sur le marché PME, c'est plus de 10 000 partenaires qui nous accompagnent en fait pour la partie Office 365 et Teams. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je reviens, donc ça c'est très très important. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que, je vous l'ai dit, Teams, c'est pas qu'une solution de téléphonie et les compétences sont pas forcément les mêmes. Et ce qu'on a, c'est qu'on a un grand nombre de partenaires qui sont très actifs et qui accompagnent nos clients dans leur transformation numérique, mais sans la partie téléphonique, qui n'ont pas forcément de compétences téléphoniques. On a une autre catégorie de partenaires qui disposent des compétences de téléphonie et qui n'ont pas forcément les autres compétences de tout ce qui va être autour de l'adressage, de la gestion des fichiers, le stockage, etc. Et donc, il est intéressant en fait de faire ce qu'on appelle du partner to partner, d'essayer de mettre en relation nos partenaires de sorte à être capable de proposer la suite complète de collaboration en incluant la partie bien sûr téléphonie. Et sur cette partie justement téléphonie, je rebondis sur ce que disait Erwan. Alors, je rétablis peut-être une vérité, Erwan, avec toute la bienveillance, c'est que nous aussi, on mesure la qualité de service et on rembourse nos clients si on ne respecte pas nos engagements sur la qualité de service. Et en termes d'architecture, je ne vais pas refaire, c'est à peu près la même. C'est très, très souple. C'est-à-dire qu'on a une offre opérateur, Microsoft, qui permet en fait de fournir les numéros de téléphone, les minutes, etc. Donc, tout clé en main. Mais on a aussi la possibilité, en fait, et on laisse la possibilité à nos partenaires de proposer leur propre offre opérateur. Donc, c'est de dire à nos clients, continuez, vous avez déployé Teams pour les usages de collaboration basiques. Vous souhaitez migrer votre téléphonie dans Teams pour bénéficier de tous les avantages d'avoir une seule et même suite collaborative disponible depuis la même application, et il y a un grand intérêt à ça. Pour autant, nos partenaires peuvent proposer leur propre offre opérateur en hébergeant les SBC s'il y a besoin d'avoir des SBC, en les mettant dans le cloud s'ils veulent le mettre dans le cloud, s'ils veulent le mettre on-prem s'ils veulent le mettre on-prem, par exemple. Donc là, nos partenaires ont vraiment tout le loisir de proposer ce qu'ils souhaitent et donc d'accompagner nos clients dans ce sens-là. Et une dernière chose également que je voulais notifier, c'est que sur la partie téléphonie, aujourd'hui, nos clients, en tout cas, je ne sais pas si je serais intéressé de partager ça avec vous, n'attendent plus une solution de téléphonie. On ne va pas comparer une solution pour le nombre de fonctionnalités qu'elle a, les possibilités téléphoniques qu'on a. Nos clients nous challengent beaucoup sur comment cette solution de téléphonie s'intègre avec les autres applications.
les solutions RH, les solutions, le CRM par exemple, comment la téléphonie s'intègre avec le CRM. Et là encore, la partie API dont parlait Julien est vraiment très, très, très importante. Et je pense que c'est vraiment l'avenir. C'est qu'aujourd'hui, la téléphonie ne va plus être un silo à part. La téléphonie va vraiment être intégrée à des business process de tout type. On pense au CRM, mais ça peut être des exemples. On a des exemples de nos clients qui souhaitent pouvoir initier des appels téléphoniques sur un événement, une alarme, une usine qui déclenche une alarme, des choses comme ça. Donc, en fait, de plus en plus, la partie API va prendre une importance forte. Et là-dessus, la Teams, justement, est à la base même une plateforme complètement ouverte avec toutes les API, notamment tout ce qui va être réunion, téléphonie, etc., également disponible aujourd'hui. En fait. Ok, ben, merci. Juste, tu m'avais dit en discutant que vous avez 10 500 partenaires et dont 23 qui représentent 80% du chiffre. Oui, alors en fait, on a deux partenaires. Oui, parce qu'en fait, dans les 10 500, en fait, on a des partenaires, des distributeurs aujourd'hui. Et puis, ces distributeurs, en fait, ont leur réseau de revendeurs, quelque part. Et donc, on a tout ce réseau de revendeurs qui sont identifiés, qui permettent aussi de commercialiser la solution et d'accompagner nos clients. Donc, aujourd'hui, oui, c'est vrai que c'est plus de 10 500 partenaires aujourd'hui en France. Ah, c'est incroyable. Une autre question, comment Microsoft, d'après ce que tu viens de nous expliquer, effectivement, d'intégrer la téléphonie dans des applications de CRM, entre autres, et comment Microsoft donc, voit le futur des services de communication, notamment dans le B2C, quels sont les nouveaux cas d'usage, par exemple, en rapprochant des solutions Teams avec Azure. Et ma dernière question aussi, c'est comment vous voyez aussi l'arrivée de Salesforce qui rachète Slack. Là aussi, ils arrivent par une application métier sur la collaboration unifiée. Vous venez de la collaboration, on voit bien Azure qui vient de… Alors, comment vous voyez tout cet enchevêtrement, comment effectivement vous voyez cet avenir? Alors, comme je le disais, excuse-moi, ta première question, Philippe, c'était… Comment Microsoft voit le futur des services en communication, notamment dans le B2C? Quels sont vos nouveaux cas d'usage, par exemple, en rapprochant les solutions Teams dans Azure? D'accord. Alors, en effet, aujourd'hui, j'ai commencé un petit peu à l'expliquer. Aujourd'hui, finalement, la téléphonie devient une application web, entre guillemets, qui va être accessible. Donc, on a des cas d'usage très, très concrets. Alors, la télémédecine est un cas d'usage aujourd'hui assez intéressant. Aujourd'hui, comment on fait pour des petits acteurs. Aujourd'hui, on travaille avec une myriade de startups françaises notamment. On investit, on cofinance et on aide des startups françaises qui développent des applications. Comment on va pouvoir intégrer les canaux de communication Teams, le chat, la voix, l'audio, la vidéo, le partage, dans des applications purement métiers. Donc, la télémédecine est un cas d'usage. La téléassistance, on peut avoir une société qui développe son application métier et qui va facilement intégrer la stack audio-vidéo de Teams dans son application métier. Donc, pour le B2C, des cas d'usage hyper intéressants où bien sûr le client, le customer n'a pas connaissance que derrière c'est la technologie Teams qui va être embarquée. Lui, il télécharge son application de sa banque, de sa médecine, de son médecin ou autre et on va apporter tout ça. Donc ça, c'est des cas d'usage comme je l'ai dit. Et après, on a d'autres cas d'usage plus métiers. Je vous donne un exemple, alors deux exemples très rapides. Une grande compagnie aérienne française qui, à chaque fois qu'un avion va être affrété, va créer une équipe Teams, va mettre dans cette équipe l'ensemble de l'équipage, les pilotes, les stewards, l'équipage, etc. Donc, ils vont tous avoir un espace de collaboration. Ils vont pouvoir s'échanger des fichiers. Il y aura le plan de vol qui va être intégré, les fichiers qui vont être intégrés. Ils vont pouvoir collaborer, chatter, se téléphoner, etc. Et en fait, une fois que l'avion est terminé, le vol est terminé, on va archiver ça. Les gens vont être retirés de l'équipe pour ne pas être pollués, etc. Et donc, depuis leur téléphone, bien sûr, pendant le vol, ils auront cet espace de collaboration. Tout ça, ce sont des process complètement automatisés où l'équipe va être créée, on va rajouter les gens, on va leur mettre dans un espace de collaboration moderne, accessible depuis leur téléphone, de leur PC, de leur tablette, et tout ça devrait être complètement automatisé. Un deuxième exemple, peut-être une usine qui fabrique des choses, qui a un tapis roulant qui tombe en panne, et bien sur une alarme d'un système informatique, on va être capable d'initier une réunion automatiquement
on va automatiquement appeler les gens, on va les mettre dans une réunion, on va pousser des informations sur le type de problème qu'il y a dans cette usine et les gens vont être en réunion, ils vont pouvoir très rapidement résoudre le problème. Et donc tout ça, c'est grâce aux API. Donc on va connecter les applications métiers à la plateforme Office 365 et Teams pour pouvoir avoir des cas d'usage. Et des cas d'usage, on peut les imaginer vraiment de tout type. Et donc, en effet, c'est vrai que la téléphonie, maintenant, voilà, un simple appel téléphonique devient basique. Nos partenaires vont être de plus en plus dans l'accompagnement et de comprendre comment la téléphonie ou ces usages-là vont pouvoir aider dans le business spécifique à chaque client. D'accord. Et dernière question, là, Salesforce et Slack, comment tu vois ça? Pour l'instant, c'est tout neuf. Je pense que, alors là, c'est pas Microsoft, c'est Laurent Camus qui va parler, mais je pense que avant qu'on commence à voir les fruits de ce rachat, il va se passer encore un petit peu de temps. Je vois pas un impact très très fort très rapidement en fait. Quand deux grands groupes comme ça se rapprochent, en général, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Ok, merci Laurent. Je repasse la parole à Stéphane. Il y aurait peut-être une question, je crois, pour Ring Central maintenant. Entre autres, oui, puis même plusieurs, on va demander de répondre à cette question. Alors, sur le marché du cloud, on parlait de Salesforce à l'instant. C'est un des leaders dans le monde du cloud et ils vendent en direct. Et ils ont surtout des apporteurs d'affaires et puis un écosystème autour qui aide à déployer chez les clients. Finalement, est-ce que vous n'aurez pas la tentation, les uns ou les autres, ou les uns et les autres, de privilégier plus des apporteurs d'affaires que des revendeurs? Certains en ont déjà aujourd'hui, puisqu'après on peut se poser la question de la valeur ajoutée de chacun dans cette chaîne de valeur. Donc, Mitel, on est toujours Channel First? Mitel, on est toujours Channel First. Cela dit, c'est effectivement quelque chose qui pourrait évoluer. On a le mode agent aux US, on l'a hérité de notre acquisition de Shortel. Lorsque l'on a voulu introduire MyCloud Connect sur l'Europe, ça a été collégial, hein, ça a été l'Allemagne, la France, l'Europe une grande partie de l'Europe en fait on a refusé le mode agent only parce que ça correspondait pas du tout à notre go-to-market et ça correspondait pas du tout au business model que voulaient mettre en place nos partenaires. Donc on a préféré ne pas lancer l'offre telle quelle. Cette offre va revenir, mais en mode achat-revente, en mode resell, wholesale. Donc voilà, donc ça c'est pour vous montrer quand même la forte adaptation en fait de Mitel aux marchés locaux et on est vraiment à l'écoute des partenaires. Après, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que le cloud, et c'est les derniers chiffres là, de Mzada qui les confortent encore, hein, mais à horizon 2025, faut comprendre de quoi on parle. Le on-site, tout confondu, hein, le on-site plus ce qu'on va appeler le cloud privé, donc hosté par un partenaire, d'accord, en multi-instance, c'est encore 75% du marché, tout confondu. Alors forcément, moins sur le bas de marché, où là on voit le cloud public qui prend plus d'essor sur le bas de marché, évidemment, et sur le plus de 500 lignes de poste, c'est encore plus de 75%, les deux cumulés à horizon 2025. C'est vraiment les discussions que l'on a aujourd'hui avec nos partenaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les partenaires qui sont intégrateurs, opérateurs, en capacité de hoster eux-mêmes ou en capacité de prendre des espaces de hosting chez leurs opérateurs, leurs partenaires opérateurs, ont une manne à adresser ce marché-là. L'autre intérêt, c'est que lorsqu'on s'adresse à des partenaires aujourd'hui qui ont une notion d'intégration forte, ça veut dire qu'il y a des équipes techniques, il y a une qualité technique extrêmement forte chez eux, une empreinte technique forte. Ces gens-là vont encore avoir du travail. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que sur les prochaines années, là, on va avoir besoin de gens qui connaissent très bien, on va dire, le milieu de la téléphonie,
Il faut parler de téléphonie. Il y a des besoins de téléphonie chez nos clients, que ce soit des flux téléphoniques purs ou que ce soit tout ce qui gravite autour. La mobilité en fait partie, les centres de contact en font partie, les services d'urgence, les alarmes, etc. Donc, il y a beaucoup de choses dès qu'on est dans le milieu healthcare notamment. Donc ça, c'est cette capacité d'embarquer et d'avoir vraiment cette fonction d'intégrateur, hein, d'intégrer toutes ces briques et d'en faire quelque chose et d'avoir une vraie proposition de valeur à délivrer à son client. Donc ça, c'est important. Ça va rester et ça va même se développer à condition que ces partenaires-là sachent hoster, mettre un trunk dessus et délivrer un service avec le lien opérateur. Voilà. Donc c'est vraiment ça, voilà, tous les chiffres le montrent. À côté de ça, effectivement, c'est important d'avoir une réponse aussi sur la partie cloud public, parce que sur le bas de marché, très honnêtement, il faut aller chercher l'intégration à tous les étages, hein, et l'optimisation de tous les coûts. Donc, il faut absolument qu'on ne perde pas beaucoup de marge à chaque step en fait du process, du workflow. Donc là, voilà, il faut avoir quelque chose de très industrialisé. Mais dès qu'on monte après dans les strates, cette notion de compétence technique du partenaire est encore extrêmement forte. Et je pense que c'est une chance, hein. Il faut prendre ce train maintenant. Il faut que les intégrateurs aujourd'hui se disent « je ne peux pas être plus qu'intégrateur, je dois être opérateur aussi ». Réfléchissez à introduire ça. Je dois hoster ou avoir cette capacité donc d'hoster un système et de délivrer un système complet, une solution complète à mes clients. Et là, c'est le gage d'avoir une pérennité en fait, hein. On va avoir le meilleur des deux mondes. D'un côté, on va accompagner nos clients, notre base installée, et on va la migrer au gré des mois et des années. Et puis à côté de ça, je vous engage effectivement à regarder une solution de cloud public pour aller attaquer le bas de marché si c'est la stratégie de tout un chacun. Mais voilà, je pense qu'on a pendant le Covid, on s'est tous amusés, je pense, un petit peu à se faire peur. Bon, les chiffres sont là, les tendances sont là, c'est bien, ça s'accélère, tant mieux. On n'a plus besoin d'évangéliser sur le terrain. Maintenant, je pense que les investissements qui ont été faits aujourd'hui, et notamment en France par les partenaires, il y a une capacité technique, une empreinte technique, une richesse là qui est extrême et sur laquelle on va nous capitaliser énormément. Ça, c'est clair. Merci Frédéric. Julien, à un moment, tu me disais qu'on constate qu'effectivement un certain nombre d'éditeurs essayent de récupérer de la valeur. Vous, votre approche, c'est de capitaliser sur le channel pour leur donner le contrôle de leur stratégie et de leur création de valeur. Tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais, bah, c'est ce que je vais essayer de pas me répéter par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais oui, on est encore une fois, hein, le marché français est aussi particulier, hein. Peut-être que la vision que je donne aujourd'hui là n'est pas forcément la même en UK, n'est pas forcément la même aux US. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'en France, on a quand même un nombre d'opérateurs qui est extrêmement important. Et qui aujourd'hui essayent de se battre sur un marché qui est quand même très concurrentiel pour pouvoir créer de nouveaux services et apporter de nouveaux services. Donc, pour ce qu'expliquait tout à l'heure Laurent, bah, en fait, pour aujourd'hui, la téléphonie, si on voit la téléphonie, c'est plus uniquement une vue de la téléphonie telle qu'on l'avait aujourd'hui. C'est une vue plus globale, c'est-à-dire que bah, la téléphonie, elle permet de piloter des IoT, la téléphonie, elle permet de s'intégrer dans des processus métiers, la téléphonie, voilà. Donc, le flux voix, au fait, aujourd'hui, est un canal de communication qui n'est pas seulement un canal de communication vers un téléphone, quoi. Donc c'est aussi ça en fait qu'on va la valeur qu'on va leur donner, en tout cas leur donner les outils pour pouvoir créer cette valeur. C'est pas simplement leur dire bah, tenez, on a une plateforme avec plein d'API, faites joujou avec et vous allez voir, vous allez vous éclater. Ben non, on va plus loin que ça, c'est qu'en plus on leur donne des outils pour créer cette valeur, pour manager en fait ces API et pour pouvoir aller plus loin en fait dans la création de processus, dans la création d'IoT. Voilà. Donc on a pas mal de use cases comme ça qui vont démontrer en fait
le pilotage des API, je pense des exemples avec de la vidéosurveillance, des caméras qui vont aussi être interconnectées à travers nos API, qui vont monter un processus de déclenchement automatique sur un centre d'appel derrière pour aller faire sonner en fait un centre d'appel pour prévenir qu'il y a eu une intrusion, des choses comme ça. C'est des interactions qu'on peut faire de manière extrêmement simple. Donc, je vais quand même préciser que notre objectif, c'est d'arriver quand même avec une plateforme sur étagère quelque part qui va permettre de répondre à 90%, on va dire, des besoins en termes de management, de déploiement et d'applicatifs, avec des technologies aujourd'hui qui sont des technologies au goût du jour, on va le dire comme ça, donc avec du WebRTC, avec des applications mobiles et ainsi de suite. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, alors je ne dis pas que c'est la totalité de nos partenaires, puisque il y a certains de nos partenaires vont pouvoir se dire moi je veux utiliser que ce que vous avez sur étagère, et puis d'autres qui se disent moi je veux me différencier, et pour me différencier en fait je vais utiliser vos API pour créer des nouveaux services et des services en fait extrêmement métiers. Voilà, je peux avoir des use cases sur une société qui gère des marinas et qui va mettre des puces sur ces bateaux, qui mettent des puces sur les bateaux pour lorsque le bateau commence à rentrer au port, ils sont alertés que le bateau rentre en port, donc ils gèrent des marinas et des ports à sec. Et quand le bateau rentre au port, ça fait remonter une information au niveau du centre d'appel. Ils savent que le bateau rentre à appel, ils préviennent le technicien qui est capable, enfin le gestionnaire du port, qui est capable d'aller et anticiper l'arrivée du bateau au port et être tout de suite au numéro pour accueillir le client, par exemple. Donc c'est plein de petits use cases comme ça qui sont extrêmement métiers, mais qui vont répondre à des besoins particuliers, et il y a uniquement dans des intégrations par ces API-là qu'on va pouvoir créer cette valeur et pouvoir se démarquer par rapport à d'autres solutions traditionnelles. Et des use cases comme ça, je pourrais vous en donner une multitude. Je pense qu'on n'a pas le temps que je vous donne toutes les explications, mais voilà, c'est pour vous donner, en fait, pour répondre à la question, comment aujourd'hui on peut se démarquer et comment on va pouvoir donner à nos partenaires la capacité de créer de la valeur. Merci beaucoup, Julien. Philippe, je te repasse la parole. J'ai une question à poser à Erwan, importante. Elles sont toutes. Erwan, quelle est ta vision sur l'évolution de ce marché, les acteurs, la concurrence? Toi qui as une vision un petit peu globale, mondiale, je te laisse. Je sais qu'on en avait discuté, mais on voit bien que c'est l'aspect appli qui va jouer, l'appli métier qui va peut-être jouer un rôle de plus en plus important dans notre rôle dans la téléphonie, entre autres. Voilà, je te laisse prendre la parole. En fait, quand on voit ce que viennent de dire tous mes confrères, quand on regarde, il y a quand même plusieurs points qui vont expliquer justement quels sont les concurrents. C'est que les utilisateurs veulent avoir une interface qui soit la plus simple possible. Les API, on en parle tous. Donc, nous, on a plus de 2000 intégrations aujourd'hui, 12 000 développeurs. Donc, c'est un vrai facteur clé de succès. On parlait de la souveraineté ou tout ce qui touche autour de la sécurité, la data protection, ça fait partie des points importants. Et puis, comme le disait aussi Laurent Camus, toute la partie qualité de service qui est clé notamment dans les infrastructures cloud. Donc, quand on regarde tout ça, et si on se réfère aussi au Magic Quadrant, qui est quand même une des références du marché pour savoir quels sont les acteurs majeurs de ce domaine, il y a bien évidemment Microsoft avec RingCentral, qui sont les leaders aujourd'hui sur ce marché-là. Sachant que Microsoft est un concurrent, mais ça peut être aussi potentiellement un partenaire, parce qu'on a, nous, la possibilité de faire du direct routing et d'aller en complément de certaines fonctionnalités de Microsoft. Donc, des fois, on est partenaire, des fois, on est concurrent en fonction avec les intégrateurs, donc ça dépend. Après, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais plus classiquement, on va trouver des gens comme Cisco et Broadsoft, qui sont aussi des concurrents majeurs sur ce marché. De temps en temps, on peut voir Fuse et 8x8 en France, et qui sont par contre assez forts sur le continent nord-américain. Et puis, dans le futur, moi, ce que je vois arriver, c'est peut-être pas tout de suite, mais c'est des gens comme Zoom, qui ont une cap boursière qui est monstrueuse, donc on les moyens, qui viennent de la vidéo. Et comme le disait Laurent, ils sont aujourd'hui que sur la vidéo, donc c'est un peu problématique. Et puis, ils sont surtout dans du B2C. Bon, la fin de la pandémie risque de leur causer sans doute un peu de tort. Et puis, ils veulent aller sur la voix. Et puis, le dernier dont on n'a pas parlé, mais qui va venir sans doute, c'est Google également, qui est un grand GAFA et qui a des capacités importantes et qui souhaite aussi être en concurrence frontale de Microsoft. Donc, il va forcément falloir bouger. Donc, voilà, moi, à peu près les concurrents que je vois, alors qu'on voit au niveau mondial.
mais qu'on voit aussi en France. C'est à peu près avec ces gens-là qu'on se rencontre à chaque fois sur les deals. Je voudrais juste peut-être dire deux choses par rapport à ce que disait notre camarade de Mytel, c'est que effectivement, les rapports avant la pandémie, c'était 75% de pré-match. Je serais très intéressé de voir les tendances après la pandémie, parce que je pense que ça va se bousculer, ça va changer complètement la façon de voir l'évolution du cloud versus le on-premise. Et puis le cloud public, alors chez Mytel, c'est peut-être que du SMB, mais je voudrais rassurer que ce n'est pas que du SMB. Nous, on travaille avec beaucoup d'entreprises qui sont avec des capacités hyper importantes. On a notamment signé Veolia à plus de 160 000 lignes, on en a plusieurs dans le pipe. Donc le cloud public, ce n'est pas forcément que de la TPE, mais c'est aussi de la large entreprise. Merci beaucoup. Stéphane, tu veux peut-être conclure ou repasser peut-être une dernière petite question? Oui, une dernière question. Alors, en préparant cette table ronde, il y a un des acteurs qui me disait, en parlant des concurrents, notre principal concurrent, c'est le statu quo aujourd'hui de beaucoup de clients finaux qui finalement ont du mal à décider, qui attendent des DSI qui ne veulent pas bouger. Alors, très rapidement, est-ce que vous partagez ou pas les uns et les autres ce point de vue? Alors, à tour de rôle, on peut démarrer par Laurent, par exemple. Le statu quo, ceux qui étaient en statu quo, la pandémie a quand même fait bouger beaucoup de choses. Hein. On voyait des clients qui étaient depuis des mois en statu quo, non, c'est pas possible, problème de cloud public, pas possible, sécurité, trop de problématiques de sécurité, non, c'est pas possible, etc. Et en quelques semaines, finalement, c'est bon, on y va. Donc, en fait, il y a eu quand même un gros changement et des critères. En fait, il y a plein de barrières qui se sont levées d'un coup. Hein. Donc, ça, c'est une chose. Et en fait, non, le statu quo aujourd'hui, il bouge. La problématique que l'on voit, en fait, c'est l'accompagnement au changement en fait, qui est hyper important. On est de moins en moins dans des solutions technologiques ou techniques pour nos partenaires en tout cas. Hein. Ils vendent de moins en moins des solutions techniques et les compétences techniques sont de moins en moins. L'expertise n'est plus vraiment nécessaire, pointue. Mais de plus en plus, on change et c'est ce qu'on vient de voir en discutant, c'est qu'on se rapproche de plus en plus du métier de nos clients, de comprendre qu'est-ce qu'ils font, les différents rôles dans l'entreprise. Et là, il y a des gens qui font ça, d'autres gens qui font ça. Et en fait, on ne vend plus une solution technique, mais on vend vraiment une expérience utilisateur. Et ça, c'est, je pense, le gros changement. Merci, Laurent. Simon, tu partages aussi cet aspect-là, on en avait parlé, effectivement. Oui, effectivement, notre principal concurrent aujourd'hui à tous, c'est le statu quo. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu lors de notre dernier événement avec Cavell. Le marché du cloud aujourd'hui, ça représente à peine 6% du marché. Donc aujourd'hui, il y a énormément de business à aller chercher pour nous tous, pour nos partenaires. Parce que le client, il conserve encore son infrastructure, son PBX, avec les opérateurs qu'on connaît tous, hein, Orange, SFR, Bouygues. Et il y a des DSI qui ont du mal justement à bouger de ce statu quo, même si la crise sanitaire qu'on a connue a évidemment, donc comme Laurent vient de l'évoquer, a vraiment boosté l'usage du cloud et les migrations vers le cloud. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a un énorme marché à aller prendre pour nos partenaires. Il y a énormément de business à aller faire. Donc, c'est vrai que c'est notre principal concurrent aujourd'hui. Merci, c'est bon. Frédéric, pareil, le marché, il est essentiellement devant nous. Ouais, c'est clair, hein, ça accélère vraiment. En fait, avant, on évangélisait, on expliquait, que ce soit la collab, mettre en place tout ce qu'il fallait pour travailler en remote, etc. La notion de délocalisation, aujourd'hui, on n'a plus à le faire. Donc ça a tout accéléré et tant mieux. Et on l'a vu dans nos ventes, hein, effectivement, hein, ça s'est vraiment accéléré avec le Covid. Tout ce qui est cloud privé, ça a juste explosé. Les ventes de collab, bien sûr, et puis tout ce qui est sécurité. La sécu, je pense que c'est aussi une des briques qui est majeure, hein, chez nos partenaires. Il faut que chacun embarque cette techno, prenne les bons accords et maîtrise cette partie-là. C'est vraiment important. Je lisais un article il n'y a pas si longtemps là, où vraiment les DSI commencent à avoir vraiment des problèmes de gestion du multi-cloud en fait. Ils ont mis en place.
Parce qu'en fait, pour tout et n'importe quoi, maintenant, on prenait à la limite une industrie du cloud, il va rapidement avoir 50, 60 fournisseurs tout en mode cloud, et ça devient un cauchemar pour administrer tout ça, quoi. Merci Frédéric. Julien, pareil, grosse accélération avec la crise. Et, Oui, je vais pas, sans redire ce que les autres ont dit, mais effectivement, on voit, nous, sur la partie, en tout cas collaborative, ça s'est vraiment accéléré. Voilà, on était sur un ratio, on va dire 70-30, en 70, on va dire, de voix et 30 de communication unifiée avant la crise. On a inversé la tendance, donc on est monté en termes de valeur et on est monté en termes de valeur financière aussi, forcément, quoi, parce qu'on parle de communication unifiée. Donc, oui, nous, on ne sent pas de statu quo, mais peut-être qu'on part aussi de plus bas que les autres, hein. Donc, nous, on ne voit pas de statu quo. En tout cas, on voit une bonne accélération. Et on est, voilà, malheureusement, quelque part, la crise a fait notre bonheur, en fait. Merci. Et Erwan, pour terminer ce panel sur cette question. Ouais, je suis inquiet parce que si c'est le statu quo, vu la croissance qu'on a, je vais avoir du mal à trouver des salariés en France parce que ce qu'a fait le marché. Non, moi je pense que oui, je pense que la crise va changer quand même pas mal de choses. Et en discutant avec des DSI, hein, on a réussi à faire quelques dîners entre deux confinements. Et en fait, ce qu'ils nous disaient, c'est que la partie téléphonie, dans toute téléphonie, communication unifiée, n'était pas forcément stratégique. C'était un PBX, c'était au 3e sous-sol. Et ils ne comptaient pas le changer tout de suite. Et en fait, avec la pandémie, quand il a fallu aller avoir des personnels un peu partout, ce qui était le plus difficile pour eux, c'était la partie téléphonie parce que ce n'était pas du tout prêt et les solutions qu'ils avaient n'étaient pas assez flexibles. Donc, du coup, les budgets ont été un peu revus et aujourd'hui, la partie communication unifiée dans le cloud devient un axe stratégique pour les directions générales et ils veulent absolument s'assurer qu'ils ont une solution qui leur permette d'être le plus flexible possible. Donc oui, il y avait sans doute un statu quo. Je pense que la pandémie est en train de tout bouleverser. Et puis, comme disait tout le monde, hein, je pense le marché est devant nous et on a un potentiel de croissance important. C'est pour ça que je pense que nos amis partenaires ont intérêt de discuter avec nous le plus tôt possible pour pouvoir s'embarquer dans ce changement technologique et changement de business model qui est clé aujourd'hui. Merci Erwan. Donc Philippe, le marché est devant nous, donc je te laisse conclure. D'abord, merci à tous. Et l'objectif, c'est vite se retrouver tous en présentiel parce qu'on aimerait faire quelque chose avec, en fait, 3 grandes tables rondes, une table ronde d'éditeurs, une table ronde avec aussi ce qu'on appelle les opérateurs agrégateurs et une table ronde avec les opérateurs de services télécoms sur ce sujet-là. Parce que voilà, on n'a vu que des éditeurs aujourd'hui, il y a encore plein d'autres acteurs. Mais là, l'idée, c'est de se réunir à 200 dans une salle et ce n'est pas encore tout de suite, malheureusement. En tout cas, on vous enverra une synthèse ainsi que la visio en fait, qui a été enregistrée. Si vous avez une dernière question peut-être à poser, puisque normalement, le temps, c'était 18h30, on peut toujours en prendre une. Vous pouvez l'écrire. Quelqu'un. Voilà. Personne. Il est 18h29, donc on a tenu le timing. Il y a Pierre qui nous souhaite un bon apéro à tous. Voilà, Laurent, voilà. Moi, je vous souhaite un joyeux Noël. Hein. Voilà, joyeux Noël à tous. Monsieur le Président, le mot de la fin. Je suis désolé, j'étais pas très concentré puisque j'avais mon apéro de Noël avec mes salariés en même temps, donc ça n'a pas été très facile. Et comme je pose pas de questions, j'en avais plein, mais comme j'ai pas tout entendu, ça serait pas très sérieux. Le mot de la fin, il va simplement être de vous souhaiter un bon Noël, de bonnes fêtes à tous. On en a vraiment besoin. Faites attention évidemment à vos proches durant cette période. Hein. C'est tout le paradigme. Il faut se retrouver, mais il faut faire attention. Donc bon, on le fera. Et puis en effet, 2021 sera différent. Il y a un avant, un après. Donc c'est la nouvelle normalité. Et dans cette nouvelle normalité, en effet, on le sait tous, les éditeurs vont amener des nouvelles choses. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais le vidéo first dans les calls, on a vu qu'il s'est vraiment instauré partout. Le mobile first aussi, peut-être pour les petites entreprises. Donc, il y a vraiment une révolution dans les usages. Et 2020 nous aura appris beaucoup de choses, pas que des bonnes, mais pas mal de bonnes choses aussi. Et je pense que de toute façon, ce sera une année qui, même si elle n'aura pas été très propice à beaucoup de belles choses, sera un déclencheur qui va
qui va amener beaucoup de révolutions et d'évolutions à nos métiers, à nos technologies et je pense surtout au plus grand bénéfice du client final. Ouais. Donc, joyeux Noël, voilà. Bonne fête à vous tous. Et puis, on se retrouve en tout cas en webinaire le 21 janvier avec Isabelle. Merci à tous et joyeuses fêtes et bon Noël. Joyeuses fêtes. Merci à tous. Merci. Pas bon réveillon parce qu'on ne pourra pas trop se réunir. Au revoir à tous.